Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 22 octobre 2016, les principaux titres du journal. Un référendum, celui sur l'accord politique issu du dialogue national inclusif. Ce sera d'ici la fin de l'année de dialogue dont l'objectif est d'ancrer la démocratie et renforcer l'unité nationale, déclare le président de la République. Une sortie, celle d'une nouvelle promotion de l'école de la garde nationale de Rosso, sortie hier, une promotion forte de 304 éléments. Une bataille, celle de Mosul en Irak, entrée aujourd'hui dans sa 6e journée consécutive, et le Premier ministre irakien est opposé à une participation de la Turquie dans cette bataille. Voilà pour les titres de ce journal. Enraciner donc la démocratie et renforcer l'unité nationale, tel est l'objectif fondamental du dialogue national inclusif qui vient de se dérouler à Nouakchott. J'ai cité ici le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, dans le discours qu'il a prononcé à l'occasion de la clôture de ses assises dans la nuit de jeudi à vendredi. Autre déclaration du président de la République, que la limitation du nombre de mandats présidentiels, donc, ne sera pas changée, tout comme la limite de l'âge à la présidentielle, 75 ans. Le président de la République a également ajouté que les conclusions de cet accord seront appliquées puisqu'il dit qu'elles comportent l'intérêt général et particulièrement l'intérêt des générations futures. Résumé de l'intervention du président de la République avec vous, Mohamed Lamine Bekkar. Dans son discours à l'occasion de la clôture du dialogue national inclusif, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a insisté sur l'intérêt général qui doit, a-t-il dit, primer sur les intérêts des personnes, des groupes ou des entités. Le chef de l'État a fait savoir que l'objectif du dialogue est la défense des intérêts du peuple mauritanien et de l'État, loin des intérêts personnels et des surenchères politiques. Le président de la République a dans ce cadre dénoncé le comportement de ceux qui ont tenté de créer des problèmes à notre pays en jouant sur la vague des révolutions qui ont été dramatiques pour certains États. Le président de la République a levé par la suite tout équivoque par rapport à l'article 28, affirmant qu'il n'a jamais demandé sa modification, au moins encore manifesté un désir quelconque pour un 3e mandat. Car, a-t-il fait savoir, la Constitution de la République ne doit pas être modifiée pour servir les desseins d'une personne précise ou d'une entité donnée, mais doit s'effectuer sur la base de l'intérêt général afin d'ancrer la démocratie. Le président de la République a indiqué, s'agissant de la suppression du Sénat, que c'est une option objective et qu'un référendum sera organisé à ce propos que personne ne pourra empêcher. Des conseils régionaux élus comme alternative au Sénat ont été proposés, a-t-il dit, afin de créer des conditions plus adéquates au développement durable des wilayas. Le président de la République a en définitive considéré qu'il n'y a pas de mal à changer des symboles de l'État comme l'a recommandé l'accord fondamental, notamment en ce qui concerne le drapeau qui doit refléter, a-t-il dit, les sacrifices consentis par le peuple mauritanien. Voilà donc un résumé du discours du président de la République à la séance de clôture du dialogue national inclusif qui vient de se dérouler à Nouakchott. Dialogue dont les participants se sont scindés, vous le savez, en 4 ateliers thématiques, je les rappelle brièvement. Le renforcement de l'état de droit et la justice sociale, les problématiques politiques et électorales, les réformes constitutionnelles et la gouvernance économique et financière. 3 semaines de discussions parfois chaudes, même parfois désempoignantes, et au final, cet accord politique signé par les dialoguistes. Alors, que comporte cet accord? Qui l'a signé? Au nom de qui? Élément de réponse avec Abdoulaye Demba. Cet accord politique entre les deux pôles a été signé par Cheikh Ousmane ou le Cheikh Ahmed Mali du parti El Vadila pour le compte de la majorité présidentielle. Du côté de l'opposition, Bodiel Ould président du parti Wiyam, a paraphé ce document. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Dr Moulay Ould Mohamed Lakhdaf, a pour sa part signé au nom du gouvernement. L'ossature de cet accord politique fera partie de la Constitution qui fera l'objet d'une consultation populaire. Une commission paritaire sera mise en place pour le suivi et la mise en œuvre des résultats de ces concertations.
En prélude à la cérémonie de signature, les propositions qui ont été retenues par les acteurs ont été énumérées. Les participants se sont mis d'accord sur certains aspects qui étaient au menu des discussions dans le cadre des 4 ateliers, à savoir État de droit et justice sociale, réforme constitutionnelle, problématiques politiques et électorales et gouvernance économique et financière. Les leaders de certaines formations politiques qui ont assisté à cette cérémonie ont, au cours de leurs interventions, rappelé les vertus du dialogue en tant que recommandation religieuse, expression du pluralisme politique et vertu de développement et d'évolution démocratique. Ils ont ainsi rappelé que les Mauritaniens, toutes tendances confondues, doivent se réapproprier les conclusions de ce dialogue national inclusif, en faire un bien commun au bénéfice de la nation mauritanienne. Ils ont par ailleurs exprimé leur satisfaction au vu des résultats de ces concertations qui ont ainsi jeté les bases d'une 3e République dans laquelle toutes les composantes vont se retrouver dans une Mauritanie renforcée dans son unité nationale. Voilà, des résultats donc de ce dialogue national inclusif et son rapport final seront donc soumis au peuple mauritanien par voie référendaire d'ici la fin de cette année 2016. Après la politique, les sécuritaires à présent avec cette nouvelle promotion de l'école de la garde nationale de Rosso, une promotion qui vient de sortir, cérémonie qui s'est déroulée hier dans la capitale du Trarza, cérémonie présidée par les ministres de l'Intérieur et de la décentralisation en compagnie du chef d'état-major de la garde nationale. Cette promotion comprend 304 éléments. C'est un compte rendu de notre envoyé spécial Mohamed El Khatri, compte rendu revu et présenté en français par Salem Jboursel. La nouvelle promotion renforcera numériquement les effectifs de la garde nationale. La 97e promotion de l'école de la garde nationale à Rosso est baptisée promotion fait brigadier Cheikh Ould-Sidi. Les unités qui enrichiront la garde nationale ont été formées aux techniques et tactiques d'endurance liées aux opérations de maintien d'ordre et de combat. La cérémonie a été supervisée par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Ahmedou Ould Abdallah, en compagnie du chef d'état-major de la garde nationale, le général des brigades Mesrarou Ould-Sidi. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation devait énumérer les caractéristiques du corps de la garde nationale qui ont pour nom discipline, professionnalisme et sacrifice pour mieux s'acquitter de sa mission principale de défense de l'intégrité territoriale. Ce sont justement des éléments déterminants pour faire face aux crimes organisés, terrorisme et trafic de drogue. De nouveaux éléments de la garde nationale ont été préparés. Pour relever ces défis, fera remarquer pour sa part le directeur de l'école, le colonel Sidati Mohamed Dik. Le directeur de l'école qui a rappelé à cette occasion la pertinence du cours dispensé aux anciens élèves de son école, dont les plus méritants ont été récompensés. Il faut préciser que la durée de formation de cette nouvelle promotion était de 3 mois, une formation donc sur les compétences liées aux missions, des combats et des opérations. Cérémonie de sortie de cette nouvelle promotion, c'était hier à Rosso, présidée par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Sa collègue de l'agriculture était-elle au Brakna pour une tournée d'information qui a duré 2 jours. Dernière étape de cette tournée, c'était aujourd'hui. La visite de la ferme pilote de la plaine de Bogué, une tournée qui entre dans le cadre donc de l'information sur le déroulement de la campagne agricole 2016-2017. Compte rendu de notre envoyé spécial de Batoulpé et compte rendu revu et présenté en français par Mohamed El Bekar. Les populations du Brakran, riverains de la vallée, vivent au rythme de la campagne hivernale. La ministre de l'Agriculture, le Minem et pour le moment, en tournée dans cette wilaya a pris connaissance des superficies cultivées dans la ferme pilote de Bogué. 716 hectares sont exploités par plus de 1600 agriculteurs qui bénéficient de l'encadrement de la SONADER. La société, selon son directeur général, supervise au niveau du Brakna et particulièrement à Bogué
près de 2000 hectares durant la campagne hivernale. L'effort se concentre, a-t-il dit cette année, sur 3 axes: l'exploitation des superficies cultivables, la réhabilitation d'autres comme celle de la ferme pilote de Bogué et enfin l'encadrement intensif pour la récupération de nouvelles superficies à exploiter durant cette campagne. La ministre a aussi visité l'extension de la plaine de Bogué qui s'étend sur une superficie de plus de 2200 hectares dans le cadre du programme du département de l'agriculture visant l'aménagement des superficies agricoles. Des explications lui ont été fournies sur l'avancement des travaux et les moyens mis en œuvre pour leur exécution. Cette visite a permis par ailleurs à la ministre de l'Agriculture de rencontrer les agriculteurs au niveau du périmètre de Bélan, dans l'arrondissement de Dar el-Barka, périmètre d'une superficie de 180 hectares exploité par 17 coopératives et disposant de motopompes et de canaux d'irrigation. La ministre a indiqué que cette visite traduit l'intérêt qu'accorde le président de la République, Mohamed Abdelaziz, au contact avec les citoyens et à leurs problèmes, en particulier en ce qui concerne les agriculteurs. Il a rappelé les différentes étapes de sa tournée au Brakna, soulignant qu'il a supervisé le lancement d'un programme de formation au niveau du Centre des techniques agricoles de la Moukata d'Ambagne. Ce centre va sans aucun doute contribuer, a-t-il dit, au renforcement des capacités des agriculteurs et des techniciens en vue d'améliorer le niveau de la production dans cette wilaya aux importantes potentialités agricoles. À Bogué, la ministre avait tenu une réunion avec les agriculteurs au cours de laquelle elle a souligné l'intérêt que porte le président de la République aux agriculteurs pour leur rôle dans le développement du pays et pour leur participation dans la réalisation de la sécurité alimentaire qui passe inéluctablement par la modernisation de l'agriculture. La ministre a noté les problèmes et doléances soulevés par les agriculteurs, notamment les questions du crédit agricole, des engrais, de la propriété foncière et de la protection des cultures des prédateurs. Voilà, c'était un compte rendu de notre envoyé spécial de Batou Lumder qui était présenté en français par Mohamed Remin Bekar. Venons-en maintenant aux activités des organisations, avec ce soir celle de l'Association pour l'amitié mauritano-russe. Cette association vient de tenir son congrès extraordinaire à Nouakchott. C'était aujourd'hui dans l'amphithéâtre de la faculté de l'économie de l'université de Nouakchott, l'occasion pour les participants de procéder à une révision des textes de l'association, mais aussi d'élire un nouveau bureau exécutif, ainsi que de fixer donc le programme de l'association pour les prochaines étapes. Voilà, merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec l'actualité internationale en bref et en images qui nous conduit ce soir à Londres, dont l'un des aéroports a fait l'objet aujourd'hui d'une alerte et puis nous conduit également au Cameroun avec cet accident ferroviaire, au moins 53 morts, et bien entendu en Irak avec la bataille de Mossoul, et une bataille pour laquelle le Premier ministre irakien ne souhaite pas une participation de la Turquie. 3 étapes en compagnie d'Iyad Alifal. Le Premier ministre irakien Haïdar al-Abadi a annoncé aujourd'hui avoir refusé la proposition de la Turquie de participer à l'offensive contre le groupe État islamique à Mossoul. Le chef du gouvernement irakien s'exprimait à l'issue d'un entretien avec le secrétaire de la défense américaine Ashton Carter, qui avait pourtant fait état hier d'un accord de principe entre Bagdad et Ankara après une réunion avec le président turc. Je sais que les Turcs veulent y participer, nous leur disons merci, mais c'est quelque chose que nous, Irakiens, allons gérer nous-mêmes, a déclaré Haïdar al-Abadi. Au 6e jour de l'offensive sur Mossoul, les combats se concentrent toujours plus sur plusieurs localités autour de la deuxième ville d'Irak. Les forces fédérales ont notamment avancé à Karakosh. Les opérations militaires pour diriger les djihadistes de l'État islamique seront au cœur de la visite ce samedi à Bagdad du secrétaire américain à la défense Ashton Carter. La riposte de Daesh s'est notamment fait sentir près de Kayar. Des fumées toxiques ont atteint une importante base militaire après que l'organisation a fait exploser une usine de soufre située à quelques dizaines de kilomètres de là. Des djihadistes ont lancé une série d'attaques meurtrières dans la ville irakienne de Kirkouk qui a fait au moins 22 morts dans des combats et des attentats suicides.
Le déraillement d'un train bondé au Cameroun vendredi a fait au moins 75 morts selon le dernier bilan de la police samedi 22 octobre et de 500 blessés à 600 selon les mêmes sources. Environ 1300 personnes voyageaient à bord de ce train de 9 voitures auxquelles avaient été ajoutés 8 wagons afin d'embarquer plus de passagers en raison de la paralysie du trafic routier causé par l'effondrement vendredi également d'une section de l'autoroute reliant Douala à Yaoundé. Les secours ont commencé dans la nuit à dégager la voie et rétablir ainsi les communications entre la côte et l'intérieur du pays. L'aéroport London City a été évacué pendant plusieurs heures suite à un incident chimique et 27 personnes ont été prises en charge par les secours pour les difficultés respiratoires, ont annoncé les pompiers londoniens. L'aéroport a ouvert 3 heures après l'incident qui a entraîné l'évacuation de 500 passagers. 2 inspections ont été menées conjointement par des policiers et des pompiers à l'issue desquelles l'aéroport a été déclaré sûr, ont indiqué les pompiers sur leur site. Les recherches menées à l'aéroport ont abouti à la découverte de ce qui semble être un vaporisateur de gaz CS, un gaz lacrymogène. Quelques 500 usagers et membres du personnel avaient auparavant été évacués. Le service des ambulances de Londres a transporté 2 personnes à l'hôpital tandis que 25 autres ont été prises en charge sur place pour des difficultés respiratoires. Voilà, retour à l'actualité nationale pour terminer ce jour-là. Une page sportive relative aux arts martiaux, précisément au Kung Fu et au Wushu. Aujourd'hui, c'était la première journée nationale de ces 2 disciplines décrétées par la Fédération nationale du Kung Fu. La cérémonie de célébration s'est déroulée ici à la nouvelle maison, ici à Nouakchott, à la nouvelle maison des jeunes, présidée par le directeur général des sports et en présence notamment du premier conseiller de l'ambassade de Chine, puisque le Kung Fu fait partie du patrimoine chinois. Une cérémonie marquée donc par des exercices sur les 2 techniques du Kung Fu, Tualo et Sanda, mais aussi par la distribution de diplômes pour tous ceux qui ont favorisé l'émergence et le renforcement de ces disciplines. Alors sur cette discipline et l'objectif donc de cette journée, je vous propose d'écouter tour à tour le directeur général des sports au ministère de la Jeunesse et des Sports qui a présidé donc la cérémonie de commémoration de cette journée, puis le premier conseiller de l'ambassade de Chine, et tous mettent l'accent sur l'importance de ces 2 disciplines. Nous encourageons les jeunes, et surtout de la petite catégorie que nous voyons ici, de vraiment se donner et de pratiquer ce sport. C'est à la fois un sport qui discipline le corps et qui discipline aussi, qui renforce aussi la personnalité. Je vois bien l'enthousiasme et la sympathie des Mauritaniens pour la culture chinoise et pour le sport chinois et surtout pour Kung Fu chinois. Et puis je crois que aussi Kung Fu maintenant c'est aussi un pont qui lie la Chine et la Mauritanie. Voilà donc pour cette cérémonie de commémoration de la première journée nationale de Kung Fu qui a été organisée aujourd'hui par la Fédération mauritanienne de Kung Fu. Ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Nous sommes revenus sur l'accord politique signé à l'issue du dialogue national inclusif. C'était dans la nuit de jeudi à vendredi. Et un rapport qui va être soumis à un référendum d'ici la fin de l'année 2016. Ici, c'est la nouvelle promotion de l'école de la garde nationale à Rosso qui vient de sortir cette hier, une promotion de 304 éléments, cérémonie présidée par les ministres de l'Intérieur et de la décentralisation. Ici, c'est l'Irak avec la bataille de Mossoul. Les troupes irakiennes et leurs alliés avancent plus rapidement que prévu. Et le Premier ministre irakien est opposé à une intervention turque dans cette bataille. Voilà, il me reste qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.